Alors, on a vu à travers les exercices, on a revu comment déterminer un coefficient directeur graphiquement par le calcul. Ce que c'était que l'ordonnée à l'origine et comment déterminer donc l'équation d'une droite. Donc soit graphiquement, soit par le calcul. Donc là, on avait revu la dernière fois comment déterminer graphiquement un coefficient directeur et une ordonnée à l'origine. Donc je vous rappelle que pour déterminer le coefficient directeur d'une droite graphiquement, on se déplace horizontalement d'un nombre d'unités suffisamment nécessaire pour que lorsqu'on se déplace verticalement, on trouve un nombre entier d'unités. Et donc c'est le rapport entre la différence des ordonnées sur la différence des abscisses. Donc là ici par exemple 4 sur 5. Différence des ordonnées verticales sur la différence des abscisses horizontales. On a vu comment calculer une image connaissant l'équation représentative d'une fonction, comment calculer l'image de 1 plus h. C'est des choses qu'on aura besoin dans ce chapitre-là de savoir faire pour notamment calculer ce qu'on appelle un taux de variation. Voilà. On a revu la notion de limite, mais là à travers les fonctions. Donc ici, lorsqu'on a une fonction 3x plus 1 et qu'on fait progressivement diminuer h de telle sorte que h tende vers 0, on s'est aperçu que si x tend vers 0, alors du coup on a 3 fois 0, donc 3 fois 0 ça fait 0, et qu'est-ce qui reste? Il reste 1. Donc du coup on dit que la limite de f de h quand h tend vers 0 est égale à 1. La notion de limite qu'on avait vue sur les suites. Maintenant, il y a un autre exercice, alors là lié à la physique, sur les déplacements, les distances, le temps. Et donc là, on voit qu'on a sur ce graphique-là une variation de la distance en fonction du temps. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui se déplace. Donc on effectue un test de vol sur un drone. Le drone se déplace en ligne droite depuis sa base et peut faire du vol stationnaire. Le graphique ci-dessous donne la distance le séparant de sa base. Donc ici, on peut voir qu'il va se déplacer en s'éloignant de sa base. Ensuite, il va faire un vol stationnaire, puisque ici la distance est toujours la même, elle est de 45 km. Et ensuite, retour à la base, puisque ici la distance est à 0. Alors, on vous demande quelle est la vitesse en km/h sur les intervalles de temps 0, l'intervalle de temps entre 0 et 1,5 heures, puisqu'ici la base de temps ce sont les heures. Alors, qu'est-ce que vous avez fait là-dessus? Donc si on part sur la base, je vais essayer de faire ça à côté comme ça. On va... Oui, Kylian. Ouais, parce que du coup, la vitesse, on vous demande de calculer une vitesse. Donc on sait qu'une vitesse, c'est une distance sur le temps. D'accord? Or, la distance, c'est tout simplement, ce sont les valeurs qui sont sur les ordonnées. D'accord? Donc ici, entre 0 et 45, si on fait la différence des ordonnées, ça nous donne la distance parcourue par le drone. D'accord? Et du coup, ici, on va voir, alors là on a le point A, on a le point B, donc du coup on a Y, A,
moins YB. Et le temps, ben c'est le temps mis par le drone entre A et B, donc entre A et B, donc on voit pas bien, mais ici il y a 1 heure, hein, donc 1 heure. Donc en fait ici on va utiliser l'abscisse du point A moins l'abscisse du point B, oui. Il n'y a aucune importance si on parle de coefficient directeur. Alors évidemment, si je veux calculer une vitesse, on a tendance à se dire, bah, il me faut une distance qui soit positive, d'accord. Si je mets ça comme formule, une distance c'est forcément positif. Donc à ce moment-là, on prendra la précaution, on a vu en seconde, de calcul d'une distance, c'est la valeur absolue de la différence entre les deux valeurs. Hein, d'accord? Donc la valeur absolue, ça va forcément donner un nombre positif. Si je trouve moins 2, ben, la valeur absolue de moins 2, c'est 2. Si je trouve 2, la valeur absolue de 2, c'est 2. D'accord? Mais ici, toi, tu me l'as vendu comme étant le coefficient directeur. Or, le coefficient directeur, on prend indifféremment A et B. L'essentiel, c'est qu'ici, on respecte le sens. Et vous allez voir qu'ici, la vitesse va être positive. Hein, va être positive. Alors c'est vrai que nous, si on nous demande de calculer une vitesse, normalement la vitesse elle peut être que positive. On ne peut pas avoir une vitesse négative. Donc effectivement, on prendra peut-être la précaution de. Alors là, le problème se pose pas puisque la droite va monter. Donc forcément, le coefficient directeur va être positif. Donc en termes de vitesse, il n'y a aucun souci là-dessus. Je vais avoir forcément un nombre positif. Donc ici, entre A et B en ordonnée G, passe, alors YA c'est 0, moins 45 pour YB, hein, ici on a bien 45, et XA c'est 0, moins 1, donc ici on a l'abscisse E, moins 1,5, pardon, moins 1,5, là on a 1,5, donc du coup on va trouver hein, donc 30 km/h. Donc ça c'est la vitesse donc entre 0 et 1,5. Alors, remarque, la vitesse est. Alors, du coup, on va parler de valeur absolue hein, du coefficient directeur. Hein, et la valeur absolue du coefficient directeur des droites. Ici, le coefficient directeur que j'appelle M de la droite, enfin, ou du segment AB. Donc là, j'ai pas pris la précaution de faire valeur absolue parce que je sais que mon coefficient directeur va être positif. Donc à partir du moment où on a remarqué ça, qu'effectivement la vitesse c'est la valeur du coefficient directeur. Ben ici on a la droite BC, hein, ici on est entre 1,5 et 2 je crois, ça, ouais, 2. On remarque que la droite BC est parallèle à l'axe des abscisses. Hein, plutôt que de dire horizontal, je vous ai expliqué la semaine dernière pourquoi vaut mieux éviter horizontal, parce que le jour où le repère n'est pas orthonormé,
Hein, ortho veut dire orthogonal. À ce moment-là, vous allez dire horizontal, alors que l'axe va être oblique. Hein. Donc parallèle à l'axe des abscisses. Donc M, je vais l'appeler MDC, est égal à 0. Hein. On dit que la pente est nulle. Donc si la pente est nulle, ça implique que la vitesse entre le point B et le point C est égale à 0. Ça veut dire qu'en fait, le drone est pendant une demi-heure est en vol stationnaire. Et puis il nous reste à déterminer la vitesse entre, alors c'était pas entre le segment CD, mais entre donc ici on a 2 et 4. Donc c'est le coefficient directeur entre C et D. Donc là, je sais que mon coefficient directeur va être négatif. Donc si je prends pas la précaution, je vais avoir une valeur négative. Donc je vais faire la valeur absolue de la différence des ordonnées. Je fais exprès de trouver une valeur négative. Alors, YC moins YD sur XC moins XD. Donc on fait la valeur absolue d'un quotient. Ça revient à prendre la valeur absolue du numérateur et du dénominateur. Mais on va pas prendre, c'est pas la peine de le faire. On va faire d'abord notre calcul, et puis le nombre, s'il est négatif, ben, la valeur absolue sera positive. Si le nombre est positif, la valeur absolue sera positive. Une valeur absolue, mettre une valeur absolue à un calcul, c'est s'assurer que le résultat sera positif. D'accord? La valeur absolue, c'est la valeur sans le signe. Alors, YC. YC, c'est l'ordonnée du point C, ça vaut 45. Ensuite, l'ordonnée de D, c'est 0. Ensuite, l'abscisse du point C, c'est 2. L'abscisse du point D, c'est 4. Donc, on va avoir 45 sur moins 2. Donc, on va mettre le moins devant le trait de fraction. À partir du moment où, en général, on évite toujours de mettre une valeur négative au dénominateur. Donc, comme on sait que c'est sur moins 2, bah, c'est pas la peine d'écrire sur moins 2 et ensuite d'écrire moins 2. Voilà. Et là, on a la valeur absolue de 22,5, hein, moins 22,5. Or, en seconde, on a vu que la valeur absolue de x, donc, si x c'est négatif, d'accord, là c'est le cas, ce nombre-là est négatif. Hein. Donc si x est négatif, la valeur absolue de x, c'est l'opposé de x. D'accord? Donc ici, vous, ce qu'il faut retenir, c'est que la valeur absolue va renvoyer un nombre positif. Donc ici, on a juste à mettre 45 sur 2. Mais si vous devez démontrer par la définition de la valeur absolue, c'est ça. Si par contre x est positif, la valeur absolue de x, c'est x. Donc là ici, mon nombre est négatif, donc ici je vais prendre l'opposé de moins 45 sur 2. Évidemment, on prend la précaution de mettre une parenthèse. Et je vais changer de page.
Bon, ça c'est si on veut être rigoureux, sinon si on veut aller très rapidement, vous mettez tout simplement 45 sur 2. Et 45 sur 2, évidemment, on va pas le laisser comme ça parce que une vitesse, on l'exprime jamais en fraction, hein. Donc 45 sur 2, on est d'accord? 22,5. On va retrouver. Voilà. On va dire que le coefficient directeur est 22,5 et après on va en déduire la vitesse. Donc V entre donc C et D est égal à 22,5 km heure ou km heure, enfin km fois des heures par l'inverse des heures. C'est bon? Donc là on a un retour à la maison. Voilà. C'est vrai que si on prend ça comme étant de la physique et que on oublie le cours de maths, on va pas faire le lien entre le coefficient directeur de la droite, hein, et la notion de vitesse. Donc c'était une bonne remarque d'avoir remarqué ça. Donc je pense que c'était la seule question, non? Quelle est la vitesse moyenne sur l'ensemble du parcours? Alors, il y a plusieurs façons de traiter. Oui. Alors, par 30. Par 3. Parce qu'il y a 3 vitesses. Le problème, c'est que ces vitesses-là n'ont pas été utilisées sur le même temps. Donc en fait, c'est comme une moyenne pondérée. Hein. C'est comme si tu disais j'ai 3 notes au trimestre, donc je les additionne, je divise par 3. Or, il y en a qui valent plus que d'autres. Par exemple, la vitesse ici, ici par exemple, j'ai parcouru, ah oui, mais alors remarque, la vitesse a tenu compte du temps, donc ça va marcher. Enfin, de la distance parcourue. Donc, sauf que cette vitesse, effectivement, tu l'as utilisée, c'est comme si tu roulais pendant 100 km à 100 km heure, et pendant les autres 100 km, pendant 50 km, tu roules à 50 km heure. Et tu fasses l'addition des vitesses, donc ça ferait 150, ça ferait 75 km heure. Or, tu n'as roulé à 50 km heure que pendant 50 km. Il aurait fallu que pendant 100 km, tu roules à 50 km heure. Là, tu aurais le droit à faire la moyenne. En prenant les deux vitesses et en faisant la moyenne. Est-ce que vous avez compris? Donc du coup, on peut pas prendre ces 3 vitesses et diviser par 3. Mais par contre, il y a une chose qui est facile à faire. Alors, parce que là, on vous dit pas forcément en déduire que. Donc on n'est pas obligé de prendre cette vitesse-là, les vitesses.
Il y a un truc qui est facile. Ben, je sais pas si on admet que quand on part en vacances, on va s'arrêter sur l'autoroute, etc. Il y aura des bouchons, il y a des moments où il y aura personne, on va pouvoir rouler à 130 km/h, peut-être pendant 10 km, puis tout d'un coup rebouchon, etc. Qu'est-ce qui vous permettra de calculer la vitesse moyenne que vous avez faite sur un parcours de 1000 km quand vous allez dans le sud, par exemple? Si vous, oui. Par exemple, le coefficient de AB, soit dans un groupe, et après on additionne avec le autre. Alors, je vais faire, donc, alors, tu additionnes les coefficients directeurs, c'est ça? Donc, les coefficients directeurs, les vitesses, en fait. Donc, coefficient directeur de AB, Ouais. pour 1,5, plus coefficient de BC, Tout à fait. C'est tout à fait ça. Hein. Donc, on peut faire ça comme ça. Donc, Kylian nous propose, c'est en fait de prendre la vitesse donc entre A et B, de multiplier par le temps. D'accord? Donc, ce qui revient à faire quoi? Ah, bah, de calculer une distance. Ah, donc, en fait, moi, c'est ce que je voulais que vous deviniez. Donc, en fait, il fait une moyenne pondérée. Quand vous avez une moyenne pondérée, là, vous avez les XI et les ZI. D'accord? Ça, c'est, je reviens au cours de stats de seconde. Là, vous allez avoir la première valeur, la deuxième valeur, la troisième valeur qu'on appelle x1, x2, x3. Ici, vous avez le coefficient qu'on appelle n1, n2, n3. Le caractère étudié en stats ici, c'est x. Donc, ça peut être vos notes. Et ici, vous considérez que ce sont les coefficients de vos notes. Donc, nous, ici, par rapport au problème, ici, on a les vitesses. Et ici, on a les temps. C'est-à-dire la durée pendant laquelle on a maintenu cette vitesse. Oui. Là, NI. Alors, je vais le faire plus. Rappel sur le calcul d'une moyenne. Seconde. Rappel. Calcul d'une moyenne pondérée. Donc je voulais aller vite, mais peut-être que c'est pas forcément un rappel. Est-ce que vous avez tous fait des stats l'année dernière? Qui n'a pas fait de stats l'année dernière? Donc tout le monde. Donc tout le monde se rappelle que d'un point de vue théorique, on a le caractère étudié, on a les différentes valeurs des caractères étudiés. Donc ça peut être les notes qu'on a obtenues un trimestre, ça peut être les vitesses pendant un parcours. On appelle ça les XI. Ensuite, aussi, on a les ZENI. Donc les ZENI, ça peut être le nombre de notes. Par exemple, si vous avez eu plusieurs fois 20, bah, combien il y a de notes? Vous avez eu 20. Si vous avez eu plusieurs fois 12, bah, combien de notes vous avez eu? 12. Ou tout simplement, ça peut être les coefficients de vos devoirs. Ici, les ZENI, ça va être notre temps pendant lequel on a maintenu une vitesse constante de 22,5 km/h ou de 0 km/h ou de etc. Donc ici, donc je vais pas fermer mon tableau parce que déjà mes traits sont pas forcément droits. Donc on a une première valeur, on a une deuxième valeur, on a une troisième valeur. Donc c'est comme si vous aviez 3 notes au trimestre. D'accord? Ici on a le coefficient de la première note, le coefficient de la deuxième note, le coefficient de la troisième note.
Donc nous, ça va pas être ça. Nous, ça va être la vitesse numéro 1, la vitesse numéro 2, la vitesse numéro 3. Ici, c'est le temps parcouru pour le premier tronçon AB. Ensuite, le temps mis pour le tronçon BC. Et ici, le temps mis par le tronçon CD. Calculer une moyenne. Alors, la moyenne se note X bar en maths. Or, alors, peut-être que vous ne l'avez pas vu comme je vais vous le montrer. Ceci dit, je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Donc moi, j'utilise beaucoup la formule condensée du calcul de la moyenne. Donc ici, ce symbole, c'est le symbole grec sigma. C'est la lettre majuscule sigma, qui désigne la somme. Donc en maths, sigma désigne une somme. Ce symbole-là, vous le retrouvez dans les tableurs. Vous avez en haut à gauche de l'endroit où vous saisissez la formule, en haut à gauche, vous avez le symbole sigma. Ça, c'est quand vous voulez faire directement une somme. Alors, vous avez écrit des valeurs et au bout de ces cellules-là, vous voulez la somme de ces valeurs-là. Vous cliquez dans la cellule et ensuite vous cliquez sur sigma et ça vous donne la somme. Vous vous souvenez de ce symbole-là? Ouais. Donc ici, ça veut dire la somme. La somme de quoi? Ben, on va faire la moyenne, c'est la somme des zéni xi. Donc on multiplie le coefficient de votre note à la note ou le temps à la vitesse. Donc les zni xi. I allant ici dans l'exemple que je donne, hein, I valant 1 jusqu'à 1, 2, 3. Donc, I va prendre successivement, puisque ici j'ai les xi, I va prendre la valeur 1, 2 et 3. Donc ici, on fait la somme des zéni xi, I allant de 1 à 3. Donc ça se note comme ça. Sur la somme des zéni. Donc ici, voilà. Ça, c'est la formule condensée de la moyenne. Ça se traduit comment? Si je développe, donc c'est peut-être comme ça du coup que vous l'avez vu, la traduction de la somme des zéni xi sur la somme des zéni, c'est n1 fois x1, donc n1 fois x1, plus, puisque c'est une somme, n2 fois x2, plus n3 fois x3, sur la somme des zéni. N1 plus N2 plus N3. Voilà la formule du calcul de la moyenne pondérée de 3 valeurs affectées de ces coefficients, de ces pondérations. Donc si j'applique ça à mon calcul de la moyenne, donc je vais prendre la vitesse, la première vitesse. Donc je vais faire d'abord le tableau, comme ça vous comprendrez. Donc là je cherche la vitesse moyenne. Donc maintenant, ici j'ai pas les xi, mais j'ai les vitesses. Ici j'ai le temps. J'ai ma première vitesse, on l'avait calculée, elle était de combien? De 40. Oui, oui. Le tableau n'est pas obligatoire, hein. C'est juste pour vous faire le lien entre votre cours de statistiques et ce problème qu'on peut traduire comme étant un problème de statistique puisqu'on a calculé une moyenne. Et souvent, on présente les valeurs statistiques dans un tableau sous cette forme-là, ce qui permet très rapidement, pour ceux qui ont l'habitude, de se rappeler que c'est ni fois N1 fois X1, N2 fois X2, N3 fois X3, et on fait la somme de tous ces produits. Donc rappelez-moi, puisque je ne l'ai pas sous les yeux, la vitesse qu'on a trouvée pour le premier tronçon. 30 km/h. Ensuite, on a trouvé 0, et ensuite, on a trouvé 22,5. Je ferme pas mon tableau, c'est pour aller plus vite. Vous, évidemment, dans un devoir, vous le fermez.
En tout cas, dans un devoir maison, c'est sûr. Après, c'est vous qui voyez. Alors, pendant combien de temps on a maintenu la vitesse de 30 km/h? 1,5 heures. Donc, 1h30. Combien de temps on a maintenu la vitesse de 0? Donc, combien de temps le drone a été en position stationnaire? 0,5 heures. Donc, une demi-heure. Ensuite, combien de temps il a mis pour retourner à sa base? 2 heures. Donc la vitesse moyenne, alors que je peux nommer V bar, hein, hop, en maths, moyenne, c'est une barre. Alors pas toujours, parce qu'en proba, ça veut dire événement contraire. Hein. Donc, on va faire 1,5 fois 30, plus 0,5 fois 0, plus 2 fois 22,5, le tout, divisé par la somme des temps. Or, la somme des temps, c'était 4 heures. Non, c'était 3h30, pardon. Non, 4 heures, c'est ça. 4 heures. Donc, 1,5 plus 0,5 plus 2. Donc là, franchement, vous allez voir qu'après, on a écrit tout ça, mais en fait, on s'est vraiment embêté pour pas grand-chose. C'est-à-dire que là, je le traite d'un point de vue statistique, mais en réalité, en physique, c'est pas ça que vous feriez. Ça m'étonnerait que le prof... C'est-à-dire qu'en fait, tout à l'heure, rappelez-vous, je vous ai dit, on descend dans le sud, on fait 1000 km, d'accord? Comment je peux savoir la moyenne que j'ai roulée? Bah, vous allez voir que c'est finalement, ça c'est compliqué, alors que en fait, le problème était super simple. Alors c'est compliqué, mais on fait des maths. Donc et puis ça nous permet de réviser donc les stats. Alors 1,5 fois 30, ça fait... Bizarrement, ça fait 45, c'est marrant, c'est la vitesse parcourue par le drone pour le premier tronçon. Donc évidemment, puisque ici je prends le temps, je multiplie par la vitesse. Je vous rappelle que la vitesse, si je la multiplie par un temps, la vitesse, elle est exprimée en kilomètres par heure, et je multiplie par des heures. Simplification par des heures, qu'est-ce qui reste? Il reste des kilomètres. Ça s'appelle une distance. Donc finalement ici, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de faire la somme des distances. Ce que vous allez faire quand vous allez aller de Évreux à Paris, vous visitez la Tour Eiffel, après vous repartez, vous allez à, je sais pas moi, vous allez à Auxerre, vous vous arrêtez, vous faites une pause café, une pause pipi, machin, et hop, vous repartez, etc. Donc qu'est-ce que vous allez faire pour savoir combien de kilomètres vous avez parcouru? C'est pas parce que vous êtes arrêté 2 heures à regarder la Tour Eiffel que le temps, enfin la distance a augmenté, d'accord? Donc ici, ben, on va retrouver nos 45 aussi, puisqu'on retourne à la base, donc forcément on a refait 45 km, et tout ça en 4 heures. Donc finalement, ça revient à quoi? À savoir combien de kilomètres on a parcouru et en combien de temps. Voilà, si je vais dans le sud, je fais 1000 km, et j'ai mis 10 heures, j'ai roulé donc à 100 km/h en moyenne. C'est 1000 divisé par 10. Donc ici, bah, ça fait 90 divisé par 4. Pardon? 22,5. Donc en moyenne,
Voilà. En fait, ce qu'on a fait ici, c'est calculer un taux de variation. En fait, on a calculé la variation de la vitesse durant le parcours. C'est bon? Alors, ce que je voulais dire, c'est que là, on a traité ça en calculant une moyenne, puisqu'on nous a dit il faut calculer une moyenne. Donc du coup, on s'est dit bon faut qu'on prenne ces trois vitesses et puis qu'on en fasse quelque chose pour calculer une moyenne. Mais tout simplement, on aurait pu dire que la vitesse, c'est toujours un problème de distance sur le temps. J'ai parcouru combien de distance en tout? 45 pour aller à l'endroit où je me suis positionné en vol stationnaire pour filmer la ville sur lequel je suis au-dessus d'une ville et donc je vais faire mes photos, mes vidéos, etc. Et ensuite, je retourne à la maison. Donc du coup, j'ai parcouru combien? 90 km en combien de temps? En 4 heures. Et puis c'était fini. D'accord? Donc on a fait tout ça pour juste faire ce qu'on ferait, sauf que vous faites jamais parce que maintenant vous avez des GPS qui vous calculent la moyenne parcourue, le temps, etc., etc. Donc on fait plus ces calculs, mais évidemment que, pas évidemment, mais moi à mon époque quand j'étais petit et que je faisais le parcours à mon papa pour aller en vacances, il nous donnait la carte, on tirait un trait droit et tout ça, et puis on pouvait rouler à 90 km/h sur les nationales, on empruntait que les nationales, et comme on avait une caravane, on savait depuis le temps qu'on roulait en moyenne à 75 km/h, on savait à peu près le temps qu'on allait mettre pour arriver au camping. Donc on savait à quelle heure fallait partir, sachant que mon père ne dormait jamais, donc il faisait ça en une seule traite. Et il s'arrêtait pas non plus. À l'époque, c'était on arrive le plus vite possible. Donc, on s'amusait à calculer tout ça. Aujourd'hui, c'est évident que, à part à l'école, il y a personne qui va s'amuser à calculer ça parce qu'il y a juste à faire. Je veux aller à Paris sur Waze et puis il vous dit vous allez arriver dans 10 heures. Donc voilà. Et lui, il calcule en fonction. En plus, Waze, il va calculer en fonction des bouchons. Etc., etc. Donc, il prend même en compte le fait qu'il y aura des ralentissements, pas de ralentissements, etc. Alors qu'un GPS qui prend pas en compte une application qui compte pas les bouchons, lui, il va tout simplement regarder pendant combien de temps vous allez rouler à 50, combien de temps vous allez rouler à 70, combien de temps vous allez rouler à 90, etc., etc. Il va vous faire le calcul. C'est bon? Alors là, on arrive sur des problèmes. Alors c'est toujours pareil. On peut avoir les compétences, savoir calculer une moyenne, calculer une vitesse, etc. Maintenant, il faut comprendre le problème et comment le traiter. Là, le truc, c'était d'avoir observé qu'on pouvait utiliser le coefficient directeur. Maintenant, considère une fonction. Vous l'avez reconnue. Une fonction du second degré. Ça se reconnaît rien qu'à son équation, mais aussi à l'allure de la courbe. Où on a une parabole qui est tournée vers le bas. Pourquoi elle est tournée vers le bas? Normalement, en regardant ça, je savais déjà l'allure. Oui. Ouais, parce que A, le nombre devant x au carré est négatif, c'est moins 1. Donc du coup, la parabole est tournée vers le bas. C'est un petit rappel sur la notion du second degré. Donc on a deux points qui appartiennent à la courbe. On vous le dit, A et B sont deux points de la courbe. Ça c'est important. C'est pas des points qui pourraient être à côté, etc. Ils appartiennent à la courbe. Déterminer le coefficient directeur de la droite AB. Donc il faut l'imaginer. Là, elle n'est pas tracée, mais vous avez une droite. Voilà, qui passe par le point A et B. Bon, je vois pas trop l'intérêt de cet exercice.
Parce que c'est juste déterminer les quotients directeurs de la droite. Or, ces trucs-là, on les a déjà fait, donc je vois pas l'intérêt. Donc, alors, je vois l'intérêt, mais vous pouvez pas le voir. Il y a encore un calcul de quotient directeur, on sait le faire, on l'a déjà fait X fois. En fait, c'est parce qu'à un moment donné, vous aurez besoin de calculer ce qu'on appelle un taux de variation, et ce taux de variation, ça va être le coefficient directeur d'une droite, hein, entre deux points. Donc, en fait, cette chose qu'on va devoir calculer, vous aurez à la calculer. La situation est une situation que vous allez retrouver à travers les exercices sur la dérivation locale. Donc, comment fait-on pour calculer ce coefficient directeur? Là, on vous dit déterminer. Hein. Alors là, en plus, on fait ce qu'on veut. Déterminer, on peut faire du calcul et on peut faire de la détermination graphique. On va faire les deux. Ça fait un petit rappel et puis après, on pourra basculer sur le cours. Donc d'abord, là j'ai fait m égale, je veux faire un calcul. On vient de le faire 3 fois, enfin 2 fois. Oui. Ah, d'accord. Donc du coup, il va falloir déterminer les coordonnées du point A. Les coordonnées du point A sont 1 et 3, ok, et B 2 et 2. Alors, je sais pourquoi, ça y est, maintenant je sais pourquoi ils nous font cet exercice-là en précisant que A et B appartiennent à la droite. C'est parce que, bon, ici c'est évident, puisque le point A et le point B sont à l'intersection du quadrillage, etc. Mais dans certains cas, vous aurez à calculer, sachant la valeur de l'abscisse du point, calculer son ordonnée. C'est-à-dire que là, on a dit, si x est égal à 1, alors y est égal à 3. Mais si ici, je vous ai mis A, son abscisse, c'est 1,05, quel est le nombre? Ben, vous verriez son ordonnée est égale à 3, en fait, c'est peut-être 3,0,07 comme ça. Donc à ce moment-là, il faudrait calculer. Bon, là, parce que du coup, on voit pas pourquoi ils nous ont donné l'équation. Hein. Donc l'équation, c'est en fait pour calculer ce nombre-là connaissant 1. Mais il est mal foutu cet exercice-là. Ils auraient dû donner les abscisses des points A et B, et ensuite vous demander de calculer leurs données, etc. Bon, on va pas s'embêter à faire ça. Vous savez faire les images des nombres, etc. On va faire ça vite fait, puis comme ça, on aura fini. Donc c'est 2 moins, j'étais un peu haut, hein. Alors l'ordonnée du point B c'est 2, l'ordonnée du point A c'est 3. Donc 2 moins 3 sur 2 moins 1. Donc on a moins 1 sur moins 1, sur 1, pardon. Et du coup on a comme coefficient directeur moins 1. En fait on aurait pu le deviner puisqu'ici on a une unité. Ma droite descend, donc mon coefficient directeur est négatif. Ici je me déplace de 1 et je me déplace de 1. Donc ici si je devais le déterminer graphiquement, je me déplace de 1 et je me déplace de 1. Comme ma droite descend de gauche à droite, mon coefficient directeur est négatif. Donc on peut faire m égale 1 sur 1 par rapport au graphique et sans oublier le nombre, le moins, hein, puisque ici la droite descend. Donc soit méthode graphique, hein, et ça c'était pas le calcul. Franchement,
celui qui a pondu le bouquin, il a dû le pondre en urgence parce que là, du coup, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Ça n'a même pas d'intérêt du tout, vu tous les exercices qu'on vient de faire. Donc là, on a fini les petits rappels sur les... Oui. C'est ce que j'ai dit. Oui, c'est ce que j'ai dit. On pouvait. C'est pas obligé de faire quelque chose de compliqué comme on a fait pour voilà. En physique, c'est comme ça que vous l'auriez traité. Maintenant, si vous sortez ça au prof de physique, on va faire la moyenne pondérée, machin, gna gna. C'est un peu ce qu'on appelle de la masturbation intellectuelle. Hein, on se fait plaisir. On se fait plaisir, c'est ça. Alors, non mais je parle de ça parce que vous avez un truc qui en entreprise qui s'appelle, vous l'avez peut-être déjà pratiqué avec des collègues, quand on veut traiter un problème et que le problème est un peu difficile à résoudre, on travaille en équipe. Qu'est-ce qu'on fait comme exercice pour pouvoir résoudre le problème? Est-ce que vous connaissez une méthode de travail en groupe qui permet de solutionner les problèmes? Non, ça vous dit rien? Brainstorming. Le brainstorming. Hein, donc faire un brainstorming. Donc brainstorming, c'est le mot anglais. Ben, moi, quand j'étais en entreprise, j'ai travaillé un petit peu en entreprise, on appelait ça de la masturbation intellectuelle. C'est-à-dire, on se faisait plaisir. C'est-à-dire qu'on peut, en brainstorming, on peut balancer ce qu'on veut. Il n'y a pas de notion de jugement, il n'y a pas de notion de hiérarchie. Toutes les idées, même saugrenues, peuvent être valables. Donc on peut balancer tout ce qui nous vient par rapport à la tête. Après, on a un secrétaire qui va regrouper les idées dans des groupes pour dire c'est à peu près la même chose, etc. Et ensuite, on va ressortir des idées principales. Mais on a le droit de sortir une grosse connerie. Et justement, on se fait plaisir, c'est le moment de rigoler, tout ça. D'ailleurs, j'avais participé à un brainstorming pour donner le nom à une machine qu'on avait créée. Et c'est parti un peu en live. Donc le nom qu'on a donné à la machine, c'est Erosmatic. Erosmatic. Essaye de... Alors, la machine, grosso modo, la machine, elle prenait un circuit imprimé, levait le circuit imprimé, et ensuite elle le déposait dans un rack. Erosmatic. Erosmatique, érotique, etc. Donc c'était parti très très loin. Enfin, si je fais ça, je pense que les garçons auront bien compris. Les filles peut-être pas encore maintenant, mais ça va venir. Voilà. Donc pour vous dire, un brainstorming. Pourquoi je parlais du brainstorming d'ailleurs? Ah oui, c'est parce qu'on s'était fait plaisir à faire des stats, à calculer une moyenne, voilà. On est des matheux, on aime bien faire les calculs. Et malheureusement, vous avez des ingénieurs qui sont très balèzes, hein, y a pas de souci. Mais alors, des fois, si on les écoute, ils partent en cacahuète, ils vous pondent des trucs complètement tortueux, alors qu'en fait, la solution peut être très très simple. Hein. Je l'ai vécu aussi en entreprise. Et même, moi, mon fiston qui fait des maths parce qu'il est en école d'ingénieur, des fois il va partir dans des calculs et tout ça, alors que des fois il se dit mais merde putain pourquoi je fais tout ça en fait parce que à la fin vous voyez bien on a fait plein de calculs et à la fin pour se dire bah en fait il suffisait de calculer les distances divisées par la somme des temps et puis c'était fini. Donc des fois on part loin pour une solution qui est en fait simple. On peut faire une petite pause. Je vous rendrai vos devoirs ainsi que la correction et après on bascule sur le cours et les exercices. Je prépare le live. Je sais pas